Monsieur Yaorana, je suis ravie de vous retrouver pour vos journaux de la semaine. Voici les titres de ce lundi. Appliquer les vrais prix à la pompe, c'est ce que vise le gouvernement à l'horizon 2026. Un objectif qui remet en question le fonctionnement du FRPH, le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Il a été débattu ce matin en commission à l'Assemblée. J-2 avant la 18e édition du Hura à Tapairou. Près de 1000 artistes s'apprêtent à fouler la scène du Grand Théâtre. Comment les formations peuvent-elles se démarquer et quelles sont les nouveautés qui attendent le public? Nous poserons ces questions à notre invitée, Vanina Ehouyan, la présidente du jury. Apprendre à sauver des vies dès le plus jeune âge, c'est une initiative du RIMAP. Les militaires ont initié des élèves de primaire au geste de premier secours. Les enfants se sont prêtés à l'exercice, vous le verrez. Plus robustes, plus productives et plus dociles, les apiculteurs de Rayatea sont en plein plan de sélection de leurs abeilles. L'opération va durer 1 an. Objectif, avoir des colonies et du miel de meilleure qualité. Le gouvernement Broderson sera-t-il celui qui alignera les prix à la pompe aux cours internationaux? Aujourd'hui, les prix ne fluctuent pas grâce au FRPH, le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Mais à partir de 2025, il ne fonctionnera plus de la même manière. Explication dans ce reportage d'Athéna Milcam et Veitia Renauta. C'est étonnant et pourtant, les prix à la pompe sont plus bas au Fénois que sur le Caillou ou dans l'Hexagone. Un paradoxe pour un territoire isolé et extrêmement dépendant des énergies fossiles. Et malgré les caprices des cours mondiaux, ces prix ne bougent pas beaucoup. Ils sont maintenus par le gouvernement via un compte spécial créé en 1997, le FRPH. Ce fonds, qui permet d'amortir les écarts de prix, est alimenté essentiellement par des subventions du pays. À partir de 2025, le gouvernement prévoit de flécher directement certaines taxes sur les hydrocarbures vers ce compte spécial. Pour l'année à venir, les recettes de ces taxes sont estimées à plus d'1,6 milliard, auquel s'ajoutera une subvention de 365 millions. Objectif du gouvernement, alimenter ce compte de manière automatique, le rendre autosuffisant. Mais l'opposition pointe du doigt une question de transparence et de répartition des recettes. Un système de nature à pérenniser un dispositif peu favorable aux énergies propres. Le fait d'affecter des taxes directement au FRPH, finalement, ça va occulter ce débat. Le gouvernement alimente directement le fonds et du coup, sur cette dotation, ce fonds de régulation des hydrocarbures qui pose beaucoup de problèmes en termes de transition énergétique, en fin de compte, les élus n'ont plus le droit de s'exprimer. Et nous, on a souhaité que cette affectation ne se fasse pas, que l'argent soit utilisé pour faire baisser davantage les taxes, notamment pour les jeunes ménages qui achètent, pour faire baisser le coût de la vie. C'est une méthode, effectivement, qui a été fortement critiquée à notre époque. C'est une méthode qui permet effectivement au gouvernement de maintenir les prix de l'essence et du fioul, donc d'agir sur le prix de l'électricité. Mais effectivement, ce n'est pas très sain pour le pays parce que ce qui est sain, c'est de répercuter les prix, les vrais prix. Appliquer les vrais prix à la pompe, c'est loin d'être populaire. Et c'est pourtant ce qu'envisage le ministre de l'économie en charge de l'énergie. L'idée, en fait, c'est de mettre fin à ce système de régulation des hydrocarbures pour libéraliser les prix. C'est-à-dire à la pompe, ça suivrait vraiment l'évolution du prix du carburant au niveau international. Et après, il y aurait la carte de pouvoir d'achat va aussi prévoir la partie plein à la station pour les personnes qui ont vraiment besoin d'être aidées. Quand le gouvernement me dit qu'il faut réorienter les aides vers ceux qui ont le plus besoin, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des aides, ça ne tient pas compte des niveaux de revenus des personnes et des entreprises. C'est un discours que je vais me mettre en application. Je crois que ça a du sens, mais c'est vrai qu'il faut du courage politique. Le dossier est aujourd'hui en réflexion pour une mise en œuvre à l'horizon 2026. Le temps de développer un système d'aide ciblé, y compris pour l'essence. C'est l'un des événements culturels les plus attendus de l'année. La 18e édition du Hura à Tapairou aura lieu du 27 novembre au 7 décembre. Avant d'en parler avec notre invitée, la présidente du jury, nous vous emmenons au cœur des répétitions des troupes. C'est avec Sophie Gebel, Heimanou Manouthei et nos équipes de production. Parmi la quarantaine de troupes en compétition cette année, le groupe Tamariki Teavaroa. Il participe pour la première fois au Hura Tapairou. Fondé en 2017 par Teheitei Hutua, il met à l'honneur la culture des Tuamotu pour cette édition.
C'est un peu spécial pour moi, je suis originaire de Takaro et depuis que je suis retourné en 2021, après le Covid, voilà, j'ai senti que mon île a beaucoup de ressources et voilà, j'ai ce sentiment de ne pas encore accomplir quelque chose pour mon île. Là, cette année, je pense que ça va se concrétiser. Parmi les autres groupes amateurs, Toa Matarau s'apprête à concourir pour la 2e fois au Hura Tapairu. Cette année, il est composé d'une trentaine de danseurs. Le thème choisi est fort, celui du suicide, un thème d'actualité qui interpelle. Je voulais me mettre dans la peau de celui qui est en train de se suicider et savoir qu'est-ce qu'il est en train de penser, qu'est-ce qu'il est en train de vivre et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Nous, ce qu'on va présenter en fait avec ce thème-là, c'est de vraiment illustrer en fait toutes les facettes qu'on pourrait voir d'un suicide. Du côté des groupes professionnels, Hey Tahiti fête ses 20 ans cette année. La troupe a raflé le Grand Prix l'an dernier. Elle est l'une des plus titrées en catégorie Mehura au Hura Tapairu. C'est difficile quand on a cumulé beaucoup de prix de rester, on va dire, au devant de la scène. Mais ce qui est intéressant et c'est ce que j'adore, c'est la compétition en fait. Et donc pour moi, c'est la recherche, l'échange et le partage avec des personnes de la danse et d'autres danses. Et je vais dire qu'on va même plus loin aujourd'hui, c'est le spectacle en lui-même qui nous porte. Donc je pense que quand les gens sont nourris et quand ils sont motivés, eh ben, moi-même je fais avancer la pirogue plus facilement sur l'océan. Comme chaque année, les troupes de danse étrangères sont aussi en plein préparatif. 12 formations monteront sur la scène du Grand Théâtre. Top départ de la compétition, ce mercredi 27 novembre. Et nous continuons de parler du Hura Tapairu avec la présidente du jury, Vanina Ehuyan. Yorana. Yorana. Après 2 ans d'absence, vous réintégrez le jury, cette fois en tant que présidente. En tant que présidente du jury, oui, vous avez une fiche de notation qui se base sur différents critères pour départager les formations. Mais comment un groupe peut faire pour se démarquer? Comment attirer votre attention? Bonsoir tout le monde. Et puis, en fait, par rapport à ça, ma chérie, c'est que certainement les groupes, les chefs de groupe doivent présenter un bon filage de façon à ce que leur thème soit cohérent vis-à-vis du jury et du public également, et donc et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que c'est en tout, il faut vraiment qu'ils se fient à leur thème, qu'ils l'exploitent jusqu'au bout. Ça sera beaucoup plus facile pour eux sur le choix de leur thème, mais également sur l'exploitation, parce que tout est art, c'est de la danse, on va noter de la danse, quoi. Donc s'ils viennent avec un engouement, une énergie, et le public est en fusion avec, et ben, tu ne pourras que procurer de l'émotion, quoi. C'est donc la 18e édition du Hura Tapairu. Au fil des années, les chorégraphies se modernisent. Quel regard portez-vous sur cette évolution du Hura Tahiti? En fin de compte, par rapport à cette 18e édition, normalement, c'est la 20e. Parce que le premier Hura Tapairu était en 2004. Et donc, avec 2 ans, avec le Covid et tout, il n'y a pas eu de compétition. Et donc, aujourd'hui, ça fait un peu bizarre, quoi, 18e et 20 ans d'existence. Mais durant ces 20 années, vous avez constaté une évolution de la danse? Dès le départ, il y a une évolution au niveau de la danse, au niveau des groupes et tout. Et puis, comme ce sont des petites formations, et ça va leur permettre aussi également de pouvoir passer du Hura Tapairu au Heiva. Parce que les conditions seront 2 fois, voire 3 fois plus grandes par rapport à la conception du Hura Tapairu, quoi. Cette année, il y a plus de participants au Hura Tapairu Manihini. Ce matin, au conservatoire, un stage international de Hura Tahiti a débuté. Ouvrir la compétition aux formations étrangères et partager avec le monde entier notre culture, c'est également l'un de vos objectifs principaux? Que ce soit pas que pour le Hura Tapairu, aussi bien que pour la danse en elle-même, pour le pays en lui-même. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on est un grain de sable au milieu de l'océan, et quand tu vois que le monde entier a un engouement
par rapport à la danse et qu'ils font des efforts de pouvoir venir chez nous. C'est vraiment une sacrée organisation de leur part, quoi. C'est vraiment magnifique de les voir arriver. Et ce Hura Tapairu Manihini a les mêmes critères de notation que le vrai Hura Tapairu, excepté sur la partie orchestre, c'est bien ça? En fin de compte, c'est le même règlement, c'est les mêmes fiches de notation. Par contre, on donne la possibilité aux groupes étrangers de pouvoir avoir la participation de musiciens locaux, quoi. Ce Hura Tapairu viendra clore le grand hommage qui est fait par le monde de la culture depuis plusieurs mois pour Henri Hiro. Qu'est-ce que vous avez préparé pour l'occasion? En fin de compte, cette année, on a mis en place, Tefare Tauhitinu a mis en place un concours sur le solo à Parima, dédié à Henri Hiro, et où les groupes devront au mieux choisir un texte de Henri Hiro et d'y mettre la mélodie. Eh bien, merci beaucoup, Vanina et Huyan, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je t'en prie, merci. Et si vous souhaitez assister aux soirées de concours, vous pouvez acheter vos billets à la billetterie du Fare Tauhitinui. À noter que les représentations sont aussi visibles en live streaming via le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Ce 25 novembre est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Des violences qui touchent 1500 vahinés chaque année au Fénois, c'est 2 fois plus que dans l'Hexagone. Des ateliers et conférences ont été organisés aujourd'hui dans les jardins de l'Assemblée. Laure Philibert et Esther Parao-Cordette se sont rendus sur place. Regardez. Du blanc, symbole de paix. Cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, organisée dans les jardins de la 3e institution du pays, prône le respect et la résilience. Pourtant, les chiffres augmentent. 1500 femmes sont victimes chaque année, soit près de 4 par jour. Je trouve qu'il y a une meilleure communication, je dirais plus ça, les chiffres. Je veux dire, quand on fait les statistiques, les chiffres ont augmenté, mais il n'y a pas que les violences faites aux femmes, il y a les violences en général. Aujourd'hui, il y a une meilleure prise en charge et que les femmes sont vraiment encadrées. Sur place, peu de public, les confessions religieuses évoquent les conséquences de ces violences, des traumatismes parfois difficiles à surmonter seuls. Lorsque l'on est traumatisé sur le plan psychique, on est en situation de sidération et de paralysie. Sur le plan physique et psychologique, c'est un blanc. Et donc on n'a plus les moyens en fait de pouvoir agir et réagir en conséquence face à l'événement traumatique. Pour les autorités, c'est en famille qu'il faut dépasser ces violences. Un dispositif test est mis en place depuis le début de l'année. J'ai mis en place des camps de famille, mais pédagogiques, puisque dans ces camps de famille, il y a des ateliers de réflexion, il y a des ateliers pour aider les familles, par exemple les hommes, quel comportement envers les femmes aussi, quel comportement envers les hommes, et éventuellement envers les enfants. Et le fait de prendre toute une famille, il y a aussi un moment de réconciliation où on apprend aussi à se parler. Vous savez, quand on est au sein d'un foyer, on a du mal aussi à communiquer. Autre nouveauté, l'instauration de Tetaura, un boîtier qui permet de géolocaliser les victimes et d'alerter les proches ou les forces de l'ordre en cas d'urgence. La direction de la solidarité, de la famille et de l'égalité en mettra une 20aine en circulation dès l'an prochain. Cette journée internationale a eu un écho jusqu'à Rayatea dans la commune de Tapu-Tapu-Atea. Droits de l'enfant, violences conjugales, sexualité, addiction, des ateliers de prévention et de sensibilisation autour des violences et de leurs multiples facettes ont été organisés. Objectif, aider les familles à trouver des solutions et leur dire vers qui se tourner face aux différentes situations. Ce type de journée devrait prochainement voir le jour sur l'île voisine, à Taha. Elle sera organisée en présence de la DSFE, de l'association Vahineo Rama et des travailleurs sociaux. Eux aussi ont été sensibilisés, mais par les militaires du RIMAP, aux gestes de premier secours. Surnommés les bambins secouristes, des élèves de primaire ont été initiés toute la matinée aux appels d'urgence et aux réflexes à avoir. Les enfants ont pris l'exercice au sérieux, comme l'ont constaté Thomas Chabrol et Naya Bennett. Décrocher le combiné et composer un numéro d'urgence, cet atelier de prévention encadré par une auxiliaire de santé du régiment médical du RIMAP met en situation ces jeunes élèves. Cette initiation permet aux enfants d'apprendre à téléphoner et à donner des informations précises en cas d'accident.
car eux aussi peuvent être confrontés un jour à une situation d'urgence, malaise, chute ou encore noyade. Le 17, c'est la police, le 18, les pompiers, le 15, c'est le SAMU et le 16, c'est les secours en mer. Dans cette salle, cette classe s'initie aux gestes de base en cas d'inconscience. Chacun à leur tour, ces enfants répètent la situation pour acquérir des réflexes. Émilie, serre-moi les mains si tu m'entends. Très bien. Rapidement, ils comprennent la nécessité de savoir agir calmement. C'est très important pour aider ma mère, par exemple, si elle est inconsciente. Cette leçon de secourisme est proposée par le régiment médical du RIMAP en mission pour 4 mois en Polynésie. Ces soldats sont formés à la fois au secours civil et au secourisme sur le théâtre d'opérations de combat. Des études ont prouvé que 75% des premiers gestes qui étaient appliqués lorsqu'il y avait un blessé permettaient de sauver des vies. Donc pour nous, c'est important de nous impliquer auprès de la plus jeune population qui, elle, pourrait en faire écho à leurs parents en rentrant à la maison. Après l'appel d'urgence et la vérification de l'état d'inconscience, les enfants ont appris la position latérale de sécurité. Si tout n'est pas parfaitement maîtrisé, l'important est de connaître les gestes à faire pour sauver une vie, même dans une cour d'école. Ça fait partie du programme qu'on a en cycle 3 parce que c'est des élèves de CM1. Donc où il faut agir individuellement ou collectivement et savoir prévenir en cas de danger ou que quelqu'un a fait un malaise. C'est la première fois que ces initiations sont proposées dans des écoles du Fénois. 400 élèves ont déjà été sensibilisés par ces militaires à Moorea et Tahiti. Et on termine ce journal en s'intéressant à l'apiculture. Un plan de sélection a lieu à Raiatea, c'est une première en Polynésie. Pendant un an, 8 apiculteurs de l'île sacrée vont sélectionner les meilleures reines et meilleurs mâles pour créer des colonies d'abeilles plus performantes. Voyez ces explications de Jessica Doucet. C'est une première pour les apiculteurs de Raiatea. Depuis quelques mois, ils appliquent le plan de sélection en collaboration avec le groupement de défense animale. Cela consiste à améliorer sur le long terme les performances des abeilles. Pour y parvenir, il faut trouver les meilleurs reproducteurs. L'objectif de notre travail à Raiatea, ça va être que les apiculteurs puissent sélectionner des super reines et puis qu'ils puissent multiplier des super mâles afin d'améliorer les caractéristiques des abeilles, donc que ce soit sur la productivité, sur la douceur, sur la résistance aux maladies. On veut aussi des abeilles qui soient économes, qui ne mangent pas trop de sucre. Doucement, sans geste brusque, Olivier Thomas sort les cadres de ses ruches. Éleveur de rennes, cet apiculteur de Raiatea s'attaque maintenant aux mâles. Élever les mâles, c'est ça le plus compliqué parce que bon, il faut que le cycle du mâle corresponde avec le cycle des reines pour avoir des périodes de fécondation optimales. Les meilleurs mâles et reines de chaque exploitation seront ensuite répartis entre apiculteurs. Ces derniers auront un rôle majeur à jouer dans ce plan. Ils vont observer la progression des abeilles. Et ils vont suivre pendant un an ces colonies, comment elles se développent. Et si on voit des colonies filles qui sont intéressantes, et en fait, après, on va mettre en place une fécondation croisée de type tante-neveu pour fixer les caractères. Les apiculteurs sont les premiers ravis. C'est primordial dans notre métier d'apiculteur-apicultrice parce que c'est la base même pour avoir du bon miel et beaucoup de miel. Dans un an, les premières colonies issues de cette sélection seront accessibles à l'ensemble des apiculteurs de Raiatea, voire même ceux des îles avoisinantes, car l'île sacrée reste indemne de la loque américaine. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Juste après, voyez vos émissions locales To'u Whenua, To'u Ora et Bien dans son Faré. Ensuite, place à votre film du lundi, Spider-Man 2. Excellente soirée à tous, on se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.